Donc je remercie la MG Maroc de m'avoir invité pour animer cet atelier, donc qui est intitulé « Les ictères cholestatiques. Quelle démarche au quotidien ?» Donc j'ai essayé d'être le plus pratique. Donc c'est une question de chirurgie avant tout. N'ayez crainte, la partie réservée à la chirurgie proprement dite, elle ne sera que très brève au désarroi de mon ami Hassan Shtata, avec qui on a fait ensemble le début de notre spécialité. Et on a eu deux spécialités un peu divergentes, mais lui, il est aussi très, très impliqué et imbibé de cette chirurgie viscérale. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous connecter avec vos portables sur ce site-là, Menti.com. Donc, je vais vous poser quelques questions interactives. Madame, n'ayez pas je ne donne pas de mauvaises notes. Toutes les réponses sont justes. Donc, connectez-vous à menti.com et vous introduisez ce code-là, 15 03 40. D'accord? Donc, il y aura un élément interactif. Donc, c'est la première fois que je vais tester cette activité-là. Donc, c'est bien. Donc, si c'est OK, je vais commencer. Donc, on reverra tout à l'heure le... Donc, les ictères... Donc, les ictères cholestatiques, c'est une question essentiellement chirurgicale. Donc, c'est une... essentiellement chirurgicale, dont les objectifs, donc on va les voir, on va expliquer qu'est-ce que c'est un ictère cholestatique, quelles sont les actions physiopathologiques et identifier les principes. Déterminer la démarche diagnostique et bien sûr proposer un protocole thérapeutique aux patients. Donc, première question, donc à la salle. Ce qui n'est pas un ictère cholestatique. D'accord, s'il vous plaît. Donc voilà. Est-ce que vous allez choisir les possibilités sur le test, sur le questionnaire? Donc vous allez choisir parmi les éléments. Vous avez déjà répondu, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui n'est pas ictère cholestatique? Donc, il y a quelques participants. Je crois une seule personne. Oui. Donc on voit. Donc qu'est-ce qui n'est pas un ictère cholestatique? Voilà. Donc il y a 6 propositions: la cirrhose, les tumeurs du foie, la maladie de Gilbert, tumeur de la tête du pancréas, les hyperhémolyses et la lithiase biliaire. Donc la cirrhose, vous vous connectez menti.com avec le index et vous allez répondre, on va voir. Donc, on arrête. Cirrhose, très bien. Donc, on va voir les réponses correctes. Maladie de Gilbert et les hyperhémolyses. Donc, ce sont des ictères, oui, mais ils ne sont pas cholestatiques. Vous allez me dire pourquoi vous me posez cette question. Vous avez tout à fait raison, parce que ce qui va venir juste après, c'est ce qui n'est pas ictère obstructif. Et ici, je vous invite à choisir parmi les possibilités. Voilà. Entre cirrhose, tumeur du foie, les hépatites, tumeur de la tête du pancréas, ictère gravidique et lithiase biliaire. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas obstructif? Tout à l'heure, on parlait des ictères cholestatiques. Maintenant, on parle de ce qui est obstructif. On va voir les réponses. Donc la suivante. Non, c'est ça. Donc voilà, on a une réponse cirrhose. On a les tumeurs du foie, les hépatites, les tumeurs de la tête du pancréas, l'ictère gravidique et lithiase biliaire. Bon, je crois que ce n'est pas la peine que je fasse même la présentation, puisque tout le monde a compris. Effectivement, la réponse correcte était les hépatites
Et les ictères gravitiques, ce ne sont pas des ictères obstructifs. Donc, j'ai fait essentiellement ce petit test pour voir les différentes possibilités, voilà, effectivement. Et ce qui reste, ce sont des ictères chirurgicaux. Vous avez constaté que j'ai utilisé 3 terminologies différentes. Et effectivement, pour nous, ce sont des situations pratiquement semblables. Pour nous, c'est pratiquement semblable, mais il y a des petites nuances. L'ictère cholestatique, oui, mais il y a l'ictère obstructif. Et maintenant, depuis quelques années, une quinzaine, vingtaine d'années, pas tous les ictères obstructifs sont chirurgicaux. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un ictère chirurgical? Et donc, pour dire que les ictères cholestatiques sont des pathologies qui sont très semblables. Ce sont des pathologies multiples qui ont des conséquences physiopathologiques identiques, avec des manifestations cliniques identiques, et les principes thérapeutiques sont aussi identiques. Mais ils diffèrent en 2 choses importantes, c'est les étiologies et bien sûr le pronostic de ces maladies. Il faut savoir d'emblée que les ictères cholestatiques, dans 70% des cas, 2 malades sur 3, c'est soit une lithiase, soit un cancer de la tête du pancréas. Donc déjà, le malade, si vous arrivez à diagnostiquer l'ictère cholestatique, c'est probablement un de ces 2 cas. Et on va voir. Et là, vous avez 3 individus qui sont morts de cancer de tête du pancréas. Donc qu'est-ce que c'est la cholestase, les ictères cholestatiques? Ben, c'est chaque fois quoi, madame? La sécrétion biliaire, effectivement. Il y a chaque fois qu'il y a une diminution de la sécrétion biliaire, et précisément, c'est que la bile n'arrive pas au niveau de l'intestin. Mais elle est due essentiellement à un défaut de la sécrétion. Donc ces 2 éléments-là, ce ne sont pas des synonymes de la stagnation. Alors que dans le cholestase, on a l'impression que c'est de la bile qui stagne. Pas nécessairement. C'est essentiellement une absence de sécrétion de la bile. Essentiellement les sels biliaires, la bilirubine. Et dans cette pathologie-là, il faut nécessairement avoir au moins 2 choses. Les gamma-GT et la phosphatase alcaline qui sont augmentées. Ce sont les tests de routine. Bien sûr, il y a un autre test qu'on verra tout à l'heure qui est le 5'-nucléotidase, mais on ne le demande pas de façon globale. Automatiquement, c'est de la bilirubine conjuguée qui est retenue. D'où le terme de rétention, ictère rétentionnel. Et c'est pour ça que le fait d'utiliser le terme ictère cholestatique comme synonyme à un ictère rétentionnel vient de là, parce que la bilirubine conjuguée n'est pas excrétée ou sécrétée, donc elle ne passe pas au niveau de l'intestin, et donc elle ne va pas avoir ces actions physiologiques nécessaires. Donc, ictère, première chose, c'est quoi? C'est une coloration jaune des téguments. Et bien sûr, tout simplement, c'est une coloration jaune. Donc, c'est un diagnostic clinique, visuel déjà. Et déjà, vous pouvez connaître le dosage. Puisque inférieur à 15 mg par litre, la bilirubine, il y a un subictère. Et au-delà de 30, c'est un ictère franc. Et quand vous allez diagnostiquer cet ictère cholestatique, votre principal souci, c'est de connaître où est-ce que l'obstacle se situe. Et bien sûr, pour connaître l'obstacle, il faut connaître l'anatomie des voies biliaires. Je ne vais pas faire un speech sur l'anatomie des voies biliaires, puisque vous la connaissez, ça ne sert à rien. L'essentiel, les éléments, l'arbre biliaire, vous le voyez que l'arbre biliaire commence au niveau de l'hépatocyte par les canalicule biliaires qui vont se regrouper pour donner un premier canalicule, un canal segmentaire, puis le canal segmentaire qui vont s'unir pour donner au niveau du lobe, puis le canal hépatique commun pour donner se déverser au niveau de l'intestin. Donc l'ictère rétentionnel, c'est un ictère qui est dû à une bilirubine conjuguée. 2 étiologies principales. Soit c'est l'hépatocyte qui ne sécrète pas, donc c'est une maladie de l'hépatocyte, donc un problème d'insuffisance hépatocellulaire qui va être associé, soit qu'il y a un problème à l'écoulement, donc il y a un obstacle sur les voies biliaires. Donc ce sont les éléments qu'il faudra
retenir tout au long de cette présentation. Quand on dit ictère obstructif, je viens de le rappeler, il y a les petits canalicules au niveau de l'hépatocyte. C'est vrai que s'il y a un obstacle à ce niveau et il n'y a pas de passage, on n'aura pas de dilatation, ce qui est intuitif pour nous. Obstacle, stase, dilatation. Lorsque ce sont les petits canaux, il n'y a pas de dilatation. Donc l'anomalie, il faut aller la rechercher au niveau histologique. Et l'ictère peut être absent parce que l'atteinte peut être juste segmentaire et l'autre reste du foie peut être fonctionnel et donc l'ictère peut ne pas apparaître. Alors que dans l'autre situation, lorsqu'il y a une atteinte des gros canaux, il y a un obstacle, il y a un ictère, et bien sûr, il y aura une dilatation dont le diagnostic va être essentiellement échographique. Donc, bilirubine conjuguée, tout cela, on l'a vu. Donc, les conséquences physiopathologiques. À travers ces données-là, on peut automatiquement faire ressortir toute la clinique. En connaissant l'action de la bile, l'intérêt physiologique de la bile, on va savoir automatiquement quelles sont les conséquences cliniques de cette absence de bile dans l'intestin. Et essentiellement, on va les voir successivement et ce sont vos signes cliniques qu'il faudra aller rechercher. D'accord? Donc, le malade est devant vous dans le cabinet. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est devant vous, dans le bureau, vous allez l'examiner. Donc le diagnostic, il est très simple, il est fait cliniquement. Vous n'avez même pas besoin d'examen. Et quel est l'élément fondamental? D'ailleurs, on le retrouve dans l'intitulé de la question, c'est l'ictère. Et donc là, tout le monde reconnaît l'ictère. C'est une coloration jaune des téguments. Donc c'est un Simpson qui est devant vous, un Homer Simpson, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées. D'accord? C'est l'image que j'ai mise au début. D'accord? C'est quelqu'un qui est jaune. Et ça, vous allez le reconnaître facilement. Vous allez me dire, il y a certaines situations où la coloration jaune peut être due à autre chose. Vous avez tous, il y a une jante féminine assez importante. Tous ont eu des enfants. Et quand ils mangent les carottes, ils ont toujours de la coloration jaune, soit au niveau des doigts, soit au niveau autour de la bouche. S'ils s'essuient des fois les yeux, vous allez retrouver aussi en sous-oculaire. Mais toutes ces situations, toutes les colorations jaunes des téguments qui peuvent être soit dues à la carotène ou encore aux fruits rouges ou à certains médicaments, vous n'allez jamais retrouver cette coloration en dehors de la peau. Vous n'allez pas la retrouver au niveau des conjonctives et vous n'allez pas la retrouver au niveau sublingual. Donc voilà un élément diagnostique fondamental, puisque déjà, vous écartez, est-ce que c'est réellement une coloration due à un médicament, un comportement alimentaire particulier riche en ces produits? Et bien sûr, vous allez compléter votre examen. Déjà, au niveau conjonctival ou sous-lingual, vous allez identifier l'ictère. L'ictère étant reconnu. Deuxième attitude à adopter devant le patient, c'est de dire est-ce que c'est un ictère cholestatique ou non cholestatique, dans la bilirubine conjuguée ou la bilirubine non conjuguée. Tout cela devant vous. Et là, ce sont toujours devant vous. Vous êtes dans le cabinet. Oui, c'est vrai que l'échographie est maintenant la main du... Ouais, mais avant même de passer à l'échographie. Très bien, c'est l'examen toujours, c'est le syndrome de cholestase. Les urines foncées. Un ictère cholestatique est toujours accompagné d'urine foncée. Un ictère à bilirubine non conjuguée ne s'accompagne pas d'urine foncée. L'ictère cholestatique s'accompagne d'urine foncée. Donc vous allez demander au patient, atay mshahar, coca, ces boissons, un bon bordelais. Donc chacun et sa boisson, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez et donc et vous aurez la réponse. Donc première chose, c'est les urines. Deuxième chose, les sels. La blouse. Mastic. Comme c'est exceptionnellement une blouse blanche, elle a perdu elle a terni, donc mastic.
on la retrouve. Donc là, le mastic, il les reconnaît. Donc déjà, le patient est frappé, parce que c'est quelque chose d'assez qui marque énormément le patient lorsqu'il va voir sa selle, il va trouver qu'elle est blanche. Donc vous avez deux questions à poser. Est-ce qu'elles sont blanches ou est-ce qu'elles sont noires? En pensant au méléna. D'accord? Donc déjà, normal, mais essentiellement, elles sont blanches ou noires. Donc déjà, vous avez les urines foncées, les selles décolorées. Chose qu'on demande rarement, les selles miedmin. On ne le demande pas. Il faut lui poser la question. Les traces de zit, ou là, quand vous vous lavez, puisque nous avons une culture de se laver le siège par de l'eau, eh ben, il ressent que l'eau, est-ce que c'est huileux? Et effectivement, il trouve que oui, et donc là, c'est un élément fondamental de la cholestase, c'est-à-dire que il y a un défaut d'absorption des graisses parce qu'il y a un défaut de sel biliaire et autres. Élément fondamental, c'est l'ictère. Donc vous voyez tous les éléments, vous les avez devant vous dès que vous posez la question au patient. Donc c'est un élément diagnostique facile. Il est rare que l'ictère cholestatique puisse perdurer dans le temps pour que les troubles nutritionnels et le déficit des vitamines, l'absorption des vitamines liposolubles puissent se manifester. Mais on peut les voir. Et je crois l'élément le plus fondamental et le plus fréquent et que les chirurgiens ont toujours la hantise, dès qu'on a un ictère cholestatique, on a toujours peur des hématomes. Donc on va toujours demander l'injection de la vitamine. Je reviendrai tout à l'heure sur cet élément-là. Mais on peut avoir des troubles d'absorption des vitamines liposolubles. Et soit le patient va avoir des troubles de la vision nocturne, puisqu'il y a un défaut de l'absorption de la vitamine A, soit une ostéomalacie. Vous comprenez qu'il faut réellement du temps pour qu'elle puisse s'installer. C'est exceptionnel, mais il faut dire toutes les situations. Une faiblesse neuromusculaire avec le déficit en vitamine E, ou encore, comme on a dit, les hématomes et la tendance à saigner. Le plus souvent, c'est l'un des premiers signes. Déjà, quand il se brosse les dents, il vous dit, c'est depuis quelque temps, dès que je me brosse, ça commence à saigner. Et là, c'est un bon signe diagnostic de l'hypovitaminose K. Donc, vous avez vu, vous avez pu faire la distinction entre ce qui est ictère cholestatique, à bilirubine conjuguée, et les ictères non cholestatiques. Et donc, déjà, par l'examen clinique, vous pouvez déjà écarter cette étiologie-là. Et là, l'autre étiologie, c'est quoi? Soit c'est un excès de production de l'hème qui sera catabolisé pour donner de la bilirubine, ce sont le chapitre des hémolyses, ou un déficit enzymatique qui va permettre la conjugaison de l'hème et sa conjugaison pour qu'elle soit sécrétée dans la bile. Et dans ce cas-là, lorsque la phosphatase alcaline et le gamma-GT sont tout à fait normaux, ce n'est sûrement pas un ictère cholestatique. Donc tous les ictères non cholestatiques, phosphatase alcaline et gamma-GT sont tout à fait normales. Il n'y a pas d'urine foncée, il n'y a pas de sel décoloré, il n'y a pas de sel biliaire qui passe dans le tube digestif. Donc il y a une accumulation et il y a un prurite. Dans ce cas-là, si vous n'avez aucun signe de syndrome de cholestase, c'est probablement soit un ictère hémolytique, soit un déficit enzymatique qui est responsable. Et là, vous avez pratiquement une liste exhaustive des différentes causes des ictères non cholestatiques. On est d'accord? Alors avec essentiellement toutes les causes d'hémolyse, qui peut être soit une fragilité capillaire capsulaire du globule rouge, soit une cause septique, infection, paludisme, donc tous les ictères, l'hémolyse, le sport, les valves et les déficits enzymatiques le plus souvent qui sont congénitaux et qui peuvent apparaître dans certaines situations de stress ou apparaître d'emblée lorsque la lésion, lorsqu'il y a une perte des deux zygotes, des deux allèles au niveau du chromosome. Maintenant, on va s'attaquer à l'ictère cholestatique proprement dit. Donc, on a reconnu sur le plan clinique.
Et donc, on va continuer notre investigation par un examen physique, les éléments, les données de la biologie, et bien sûr, la radiologie a en leur tête de file l'échographie. Et en jouant avec ces trois éléments, on pourra facilement obtenir notre diagnostic. Et qui dit diagnostic, c'est une partie du traitement, puisqu'on saura comment prendre en charge notre patient. Donc, ictère rétentionnel, donc, et maintenant j'utilise le terme d'ictère rétentionnel, d'accord, de rétentionnel. Donc, soit il s'agit d'une anomalie au niveau de l'hépatocyte, soit c'est une obstruction. Et dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'une anomalie de l'hépatocyte, l'ictère cholestatique est dit un ictère hépatique. Lorsque l'étiologie elle est due à un obstacle, le plus souvent on dit un ictère extrahépatique. Et vous voyez, il y a tellement de terminologie. J'ai essayé d'être le plus clair parce que moi aussi, lorsqu'on préparait ces questions au cours pour la maîtrise et l'agrégation pour les examens et les concours, c'était là où ils nous attendaient. Est-ce qu'on avait bien compris les choses? Est-ce qu'on a bien écarté les choses qu'il faut écarter? Est-ce qu'on a bien retenu les choses qu'on doit... C'était ça. Et donc, faciliter les choses. Donc, et là, devant vous, le patient, déjà, vous avez avancé dans votre diagnostic et vous allez voir que ça va être par la suite très simple. Deuxième étape, vous allez mettre votre patient sur la table d'examen et vous allez rechercher certains éléments. Et essentiellement, quand on dit un ictère rétentionnel, ictère obstructif, cholestase, on aura essentiellement un foie qui devrait être gros, une petite hépatomégalie avec un aspect verdâtre lorsqu'on va l'opérer et bien sûr avec un bord mousse lisse. Bien sûr, tout à l'heure, vous allez me dire que la cirrhose, je l'ai retenue comme un ictère cholestatique. Dans ce cas-là particulier, le bord est tranchant et parfois, la surface, elle est irrégulière. D'accord ? Et là aussi, les antécédents, on va les voir tout à l'heure. Donc, premier élément clinique, c'est l'hépatomégalie mousse qu'il faudra rechercher. Deuxième élément qu'il faut rechercher et être attentif, c'est de voir s'il n'y a pas une tuméfaction. Vous allez me dire, la première chose, c'est l'inspection. Oui, effectivement. Mais des fois, elle n'est pas visible et ce n'est qu'au moment de la palpation qu'on va pouvoir ressentir cette vésicule biliaire qui est distendue, piriforme, bien sûr, rénitente. Elle n'est pas dure, elle est rénitente et qui dit que c'est la vésicule qui est rengorgée de bile. Il y a un obstacle, il n'y a pas de passage, donc, et vous connaissez automatiquement, c'est la loi de Courvoisier-Terrier, surtout si c'est un sujet âgé, avec un ictère cholestatique, urine foncée, sel décoloré, prurite, vésicule palpable, c'est un néo de la tête du pancréas, jusqu'à preuve du contraire. Rappelez-vous, 70% des ictères cholestatiques, c'est soit un cancer, soit une litige vésiculaire. Comment? Calcul au cas, la vésicule peut ne pas être palpable, et si elle est palpable, elle n'est pas rénitante, elle est dure. D'accord? Effectivement, par ordre de fréquence, c'est une pathologie qui est moins fréquente que le néo de la tête du pancréas. Effectivement, si vous avez trouvé une masse dure, indurée au niveau de l'hypocondre droit, douloureuse, pierreuse, c'est probablement un cancer de la vésicule biliaire. Effectivement. Là, je vous montre la vésicule, comment elle est distendue. D'accord ? Vous voyez comment elle est distendue et c'est normal que vous puissiez la palper et même la voir comme chez l'autre patient. La seule chose qui manque ici, c'est qu'il n'y a pas l'aspect verdâtre du foie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas, la photo quand je l'ai récupérée, c'était essentiellement pour montrer la vésicule. Mais il y a effectivement ce détail-là qui manque et elle n'est pas... Comment? Là, ce n'est pas parcellio. Non, non, c'est une sous-costale. On voit très bien. Là, on a un d'aspiration, canule d'aspiration. Troisième chose à rechercher à l'examen clinique, ce sont les dépôts, l'exanthome ou l'exantélasma, ce sont des dépôts de graisseux qui peuvent se voir au niveau des paupières, au niveau des coudes. Là aussi, sincèrement, j'ai une petite expérience devant vous, elle est très courte, mais en 15 ans ou 20 ans, je n'ai jamais vu ça. Le plus souvent, c'est beaucoup plus lorsque c'est ancien
beaucoup plus associés à un trouble de cholestérol des éléments lipidiques, mais on peut les voir dans les ictères cholestatiques. On est d'accord? Habituellement, c'est ce qu'on enseigne. D'ailleurs, chaque fois avec les étudiants, je leur dis, moi, je n'ai jamais vu ça. Je vous dis ce qu'il y a dans la littérature. Maintenant, la biologie. Alors, la biologie, à quoi elle va nous servir, à votre avis? Confirmer, orientation diagnostique, essentiellement pour être confirmé. Parce que si vous avez encore un petit doute, exemple dans le cadre d'une cirrhose, parce qu'on ne sait pas est-ce que réellement c'est un obstacle ou pas un obstacle, c'est pour confirmer et voir les conséquences de la cholestase. Et là, on a dit la cholestase, c'est d'abord les phosphatases alcalines, gamma-GT qui sont augmentées. La bilirubine conjuguée, elle est là, augmentée par rapport à l'autre bilirubine. Et bien sûr, 5'-nucléotidase, qui est un élément déterminant de la cholestase, elle n'est augmentée qu'en cas de cholestase, mais ce n'est pas un examen de routine, donc ce n'est pas la peine de le demander. De toute façon, au Maroc, je crois, aucun des laboratoires ne le fait sur place. Donc, ils sont tous sous-traités à l'étranger. Et bien sûr, un élément, je ne sais pas, je ne l'ai jamais demandé. Le bilan biologique, le bilan belge, quand il me Madame Amrani, donc qui déroule toute la batterie les éléments, c'est le seul qui donnait ça. Et maintenant, il n'y a plus cette convention entre l'hôpital et la Belgique. Un élément fondamental, on a dit confirmer et voir les conséquences. L'une des conséquences les plus importantes, c'est le TP. D'autant plus que ictère cholestatique dit ictère obstructif dit ictère chirurgical, intervention chirurgicale. Avant d'opérer le malade, il faut être sûr que le TP. D'ailleurs, chaque fois qu'un malade rentre chez nous au service quand il est hospitalisé, la première chose, dès que je vois qu'il est ictérique dans la visite, est-ce que vous avez fait le TP? Est-ce que vous avez programmé l'achat et l'injection de la vitamine K? Automatiquement. C'est parmi les... Non. Le taux de saignement, il est beaucoup plus intéressant dans l'exploration des thrombopathies. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie au niveau du caillot plaquettaire, la formation du caillot plaquettaire. Là, c'est beaucoup plus, vous comprenez, c'est la voie exogène. Oui, Comment? C'est possible qu'elle soit augmentée, c'est possible, mais si vous voyez, c'est 3 fois la norme, 2 fois ou 2 fois et demi la norme. L'augmentation, elle est limitée parce que c'est tout à fait normal. La stagnation, le foie n'arrive plus à éliminer, il est engorgé. Donc, la bilirubine ne rentre plus au niveau du foie pour qu'elle soit conjuguée. Donc, c'est tout à fait par un mécanisme de stockage. Donc, avant qu'elle ne se conjugue, il y a augmentation des taux. Mais l'essentiel, c'est que l'augmentation, elle est essentiellement due à la bilirubine conjuguée. Et bien sûr, toujours devant votre patient, vous pouvez faire la distinction. Maintenant, on a fait la distinction entre ictères cholestatiques et les ictères non cholestatiques. Maintenant, vous pouvez faire aussi la distinction entre un ictère cholestatique d'origine hépatique ou extra-hépatique, toujours en examinant votre patient, sans passer à la biologie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on suspecte une anomalie au niveau du foie, il y a le plus souvent des antécédents qui nous orientent, soit un alcoolique, soit une hépatite dans les antécédents, soit une prise médicamenteuse régulière, et bien sûr, tous les signes de l'insuffisance hépatocellulaire qui peuvent apparaître, acide, turgescence, circulation veineuse collatérale, angiome stellaire, érythrose palmaire, tous les signes, on peut les retrouver. Et bien sûr, avec l'hépatomégalie, l'acide, le ventre en batracien, tous ces éléments, vous les avez à la clinique. Et bien sûr, les autres étiologies, donc à ce moment-là, on va réfléchir et se rappeler quelles sont les étiologies, et vous allez retrouver facilement les hépatites, toutes les hépatites, qu'elles soient virales, alcooliques, auto-immunes, les drogues. Un élément fréquent, la cholestase, qui peut être fréquemment rencontrée en médecine générale, c'est la cholestase de la femme enceinte, d'accord ? Et toutes les autres causes, la nutrition parentérale et les infections, c'est le plus souvent dans un autre cadre. On est beaucoup plus attiré par d'autres signes que par l'ictère. L'ictère est
signe qui accompagne et non pas le signe d'appel dans ce cas-là. Examen physique, biologie, reste la radiologie. Et donc, on peut voir que l'examen physique avec la radiologie vont nous orienter vers et nous donner l'étiologie. Et donc, dans ce cas-là, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, l'échographie, elle aura essentiellement pour but, ou toute imagerie va avoir comme but la recherche du niveau de l'obstacle. Obstacle qui va intéresser soit les petits canaux, dans ce cas-là, il peut ne pas être visible, et à ce moment-là, il faudra s'aider par une biopsie du foie, d'accord? Et l'ictère peut être absent, soit c'est comme on a déjà vu ça, et donc soit il y a l'obstacle, il faut aller rechercher à la dilatation. Donc l'échographie, elle va nous donner, la clinique, une bonne orientation, et l'examen radiologique, il aura pour but essentiellement de rechercher et de confirmer l'obstacle extra-hépatique, de déterminer le niveau, parce que le niveau va vous permettre d'orienter votre patient au spécialiste qu'il faut, reconnaître la nature de l'obstacle, et bien sûr, il va nous permettre de faire un bilan, le plus souvent lorsqu'il s'agit de pathologie néoplasique, un bilan d'extension de la maladie. Donc, on a vu les anomalies hépatocytaires. Maintenant, on s'attaque aux obstructions. Et là, comme je vous ai dit, il faut vous avoir en tête l'arbre biliaire. Plus l'obstacle est bas, plus la dilatation va intéresser tout l'arbre biliaire. Et vous imaginez que chaque fois que je vais s'élever dans le niveau, plus l'obstacle les éléments qui vont être dilatés vont diminuer. Et bien sûr, si j'ai un obstacle à ce niveau-là, la vésicule ne va pas être dilatée. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, par ordre de fréquence, tout à l'heure on l'a dit, lorsqu'il y a un ictère cholestatique avec une vésicule palpable, c'est probablement une tumeur de la tête du pancréas. Au fait, si on vient sur le plan anatomique, ça peut être une tumeur aussi bien de la voie biliaire du cholédoque, tumeur de la tête du pancréas, ampulum vatérien ou un calcul obstructif ou une sténose bas située. De toute façon, c'est quelque chose de plus bas. Donc, la dilatation de la vésicule biliaire, une vésicule biliaire palpable, vous oriente automatiquement vers le niveau de l'obstacle. Donc, l'arsenal des examens complémentaires qui est devant nous. Donc, on vient d'acheter énormément de matériel militaire. Donc, on va acheter d'autres trucs comme examen. C'est l'échographie. Et là, l'échographie, elle a un point central. Parce que, pratiquement tous, vous avez un échographe chez vous, en consultation. Il suffit de poser et vous allez rechercher la dilatation. Appliquez-vous un peu plus pour essayer de voir le niveau de l'obstacle, sa nature. D'accord? Donc, 95% des cas, on va voir la dilatation. Lorsqu'on a suspecté sur le plan clinique qu'il s'agit d'un ictère cholestatique sur un obstacle sur des voies biliaires, par les éléments cliniques qu'on a vus, dans 95% des cas, vous allez voir cette dilatation. Et dans 90% des cas, vous allez voir le niveau de l'obstacle. Donc vous avez vu, avec tous ces éléments, vous les avez vus. Et qui a vu le niveau de l'obstacle, il a une idée sur l'étiologie. Ça fait là, le niveau de l'obstacle et sa nature. Vous saurez, est-ce que c'est un calcul ou une tumeur? Voilà, le diagnostic est fait. Parfois, exceptionnellement, dans la pathologie lithiasique, on peut ne pas voir la dilatation, parce que pour qu'il y ait une dilatation, il faut que la stagnation soit de longue durée, pas de façon brutale, instantanée. C'est pour ça, dans les calculs, on peut ne pas voir de dilatation, parce que le calcul va venir, il bouge immédiatement, il y a une obstruction complète, la bile va augmenter. Elle est faible au départ, mais l'élément le plus important ici sur le plan clinique est la douleur. C'est la colique hépatique dans toute sa splendeur. Alors que dans les autres ictères cholestatiques d'origine tumorale, l'installation se fait progressivement. On a une dilatation très importante, parfois une simple gêne, une pesanteur, sans qu'il y ait réellement de colique hépatique proprement dite. Dans ce cas-là, oui.
retard de consultation. Et bien sûr, dans ce cas-là, si vous suspectez un ictère cholestatique, refaites votre échographie 2 jours après ou même quelques heures après une prise alimentaire de l'eau. Donc, l'échographie dans les ictères cholestatiques a un rôle clé. Et donc, vous voyez que c'est un examen de débrouillage pour vous. On va voir la vésicule biliaire. Chaque fois que je dis aux étudiants avec nous, lorsqu'on va faire le bon, s'il vous plaît, précisez ce que vous recherchez. Toujours préciser. Même vous voulez de façon systématique. Je fais une échographie, pourquoi? Pour voir la vésicule biliaire. Donc, sa paroi sans contenu. Ensuite, je vais voir les voies biliaires, extra-hépatiques, le contenu et l'aspect de la paroi. Et bien sûr, j'essaie de situer l'obstacle, surtout avec ce que vous avez comme élément clinique que vous avez récolté. Bien sûr, quand vous allez avoir tous ces éléments sur les voies biliaires, un coup d'œil sur l'aspect du foie, comment il est, d'accord? Cirrhotique, micro-abcès multiples. Pourquoi micro-abcès multiples au niveau du foie? Stagnation purulente, l'infection, et qui dit infection? Angiocolite. L'angiocolite, elle est là. Étudier le pancréas, je sais que c'est difficile, mais si le patient est maigre, avec une bonne sonde, avec un peu de patience, on peut voir un peu l'aspect du foie, du pancréas. C'est sûr qu'on ne va pas donner le compte rendu détaillé, mais on a une orientation, on sait ce qu'on va faire. Et bien sûr, rechercher les adénopathies. Donc voilà ce qu'on attend de l'échographie lorsqu'on l'a fait pour les ictères cholestatiques. Et quand on fait cette échographie, 2 choses en tête. 1, il faut qu'on recherche l'étiologie. Et automatiquement, il faut avoir une idée sur l'implication thérapeutique que vous allez proposer au patient. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'échographie, vous savez déjà comment vous allez orienter votre patient. Si vous avez la possibilité de faire, si vous avez, vous êtes gastro-entérologue, il y a certaines choses que vous pouvez déjà faire. Si vous êtes chirurgien, il y a des choses à faire. Donc, lorsqu'on fait une échographie, il faut dire j'ai un problème étiologique à avoir et quelle est l'attitude thérapeutique que je vais faire. Et à ce moment-là, ce sont 2 choses qui vont s'opposer. Et l'élément le plus fondamental, c'est d'écarter l'urgence. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit les micro-abcès. Et bien sûr, lorsque vous avez l'urgence, l'angiocolite, vous faites le diagnostic là aussi dans le cabinet. Et le traitement va commencer à ce moment-là, dans votre cabinet. Donc l'angiocolite et l'urgence. Et le but de cette urgence, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est la vacuité et le drainage. Dès que je fais le diagnostic de l'ictère cholestatique avec obstacle et il y a les signes d'angiocolite, il faut assurer le drainage dans les plus brefs délais, dans l'après-midi, dans la soirée, dans les heures qui suivent. Angiocolite, c'est la triade de Charcot. D'accord? Douleur, fièvre, ictère. Mais on peut voir une angiocolite sans douleur, on peut voir une angiocolite sans ictère, on peut voir une angiocolite sans fièvre. D'accord? Il faut hospitaliser votre patient. D'accord? Et bien sûr, surveiller les constantes. Donc vous voyez, vous allez commencer déjà à faire le traitement, mettre une perfusion, donner des antibiotiques, traiter les troubles hydroélectrolytiques parce qu'il y a de la fièvre, il y a un début de sepsis, tachycardie, il y a des sueurs, il y a une perte hydroélectrolytique qu'il faut commencer à traiter. Et bien sûr, donner de la vitamine K, d'autant plus que vous allez faire probablement un geste invasif. Donc il faut déjà, même si son TP est à 100%, il n'y a pas de problème de donner une ampoule de Konakion. Mais il y a on faisait une ampoule tous les jours. On a changé l'attitude, c'est devenu une ampoule tous les semaines. D'accord? Parce que les réserves, elles sont importantes. Donc, mais un élément fondamental, c'est que cette injection doit être en sous-cutané. Chaque fois que vous avez des troubles de l'hémostase, qu'il s'agisse d'un TP bas, d'un TCA allongé, d'un temps de saignement allongé, des plaquettes basses, jamais d'intramusculaire. Soit une sous-cutanée, soit une intraveineuse directe. Ce n'est pas un problème, parce que la veine, vous allez pouvoir la comprimer. Ça va être difficile pour... D'accord, le deltoïde, pas le fessier.
Ça y est, Bayak. Surtout laisser la main comme ça posera des questions. D'accord? Pas de problème. Ça n'a pas 3 minutes. Angiocolite, ça veut dire traitement, drainage de l'abcès. Et donc, vous voyez, on va passer à l'évacuation par endoscopie, en réalisant une sphinctérotomie et une évacuation, une colongographie rétrograde. On est d'accord? Donc, voilà le traitement qui va suivre. Et le plus souvent, c'est en assurant l'évacuation, on va avoir le diagnostic et c'est probablement un calcul. Donc là, les calculs qui vont migrer, ils vont naître essentiellement au niveau de la vésicule biliaire. Et quand ils vont migrer, ils vont donner tous les problèmes d'ictère. La sphinctérotomie, donc on introduit un endoscope jusqu'à la papille au niveau de D2. On va rechercher la papille là où ça bouge le virsung et le cholédoque. On va sectionner ce petit sphincter d'Oddi, d'accord, pour laisser sortir. Donc la sphinctéro, elle est réalisée. Et là, on va aller chercher notre calcul, le plus souvent, pourquoi je dis calcul? Parce que c'est le plus souvent un calcul dans ce cas-là, soit par une technique du panier, c'est-à-dire qu'on va mettre la Fogarty, c'est Shtata, et on va l'utiliser, soit mettre un ballonnet pour ramoner, comme le ramoneur, les cheminées, pour ramoner cette voie, et on va faire descendre ce calcul. Voilà, on l'extrait, vous avez ici des images de ce calcul, là, sorti par une sonde de Dormia. Ensuite, puisque le calcul naît toujours au niveau de la vésicule, il faut aller enlever la vésicule. Le plus souvent, c'est par cholécystectomie, par 3 ou 4 trocars qu'on va utiliser, extraire cette vésicule. La voilà par cellule, on la voit. On voit la vésicule là et les éléments du pédicule cystique, l'artère et le canal cystique qu'on va sectionner. Et voilà. Donc, angiocolite, implication thérapeutique en traite. Et qu'est-ce qui reste? Soit c'est un obstacle, une lithiase cholédocène sans angiocolite, donc il n'y a pas d'urgence, soit l'obstacle est d'une autre nature, probablement tumorale, qu'il faut aller compléter. Et donc vous retombez dans la situation précédente qui est l'étiologie. Soit le diagnostic est évident, soit il n'est pas évident. Évident, à l'échographie déjà, soit c'est un kystidatique, soit c'est une lithiase vésiculaire, soit c'est un cancer de la vésicule, puisque vous faites la vésicule, rappelez-vous, je vais voir son contenu et sa paroi, elle est dure, avec une paroi épaisse, c'est probablement un calculo-cancer. Et bien sûr, cancer du Hill, vésicule biliaire, voie biliaire non dilatée, mais on voit une dilatation des voies biliaires intrahépatiques énorme, et cancer de la tête. Et là, on va aller au traitement d'emblée. On verra un petit mot. Soit le diagnostic n'est pas vraiment évident, et à ce moment-là, il faut rechercher l'obstacle, et soit l'obstacle, il siège, il peut être au niveau du tiers supérieur des voies biliaires, soit au niveau du tiers moyen, soit inférieur. Et là, vous avez le choix de l'examen, va dépendre de cette orientation clinique. Soit vous allez demander soit une bili-IRM, soit une écho-endoscopie, soit une TDM, soit une CPRE. D'accord? Une sphinctéro avec colongographie rétrograde. Lorsqu'il s'agit d'un obstacle au situé, le plus souvent, on privilégie la bili-IRM. Elle va nous permettre de voir le niveau de l'obstacle, la nature de l'obstacle, et en plus, une précision sur le bilan d'extension s'il s'agit d'une tumeur. L'écho-endoscopie, le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est opérateur dépendant. Alors que la bili-IRM, on peut voir tous les mêmes images, on peut les réinterpréter. L'avantage qu'elle a en plus l'écho-endoscopie, c'est de faire la biopsie et d'avoir une étude. Et si nous sommes dans un plateau complet, l'endoscope, il est là, le malade est anesthésié, on peut faire une sphinctéro d'emblée et démarrer le traitement. Voilà les différentes étiologies des obstacles au niveau du tiers supérieur et du tiers moyen. Et vous allez voir, essentiellement, c'est la tumorale. Les complications, les sténoses inflammatoires, c'est un contexte particulier. La cholangite sclérosante, là aussi, c'est un contexte particulier. Les maladies auto-immunes, c'est un autre. Vous avez des antécédents qui vont vous orienter de toute façon. D'accord? Obstacle tiers inférieur. Donc, si on pense qu'il s'agit d'un ampulum ventérien ou une tumeur de la tête du pancréas ou des voies biliaires, on aura beaucoup plus à faire une écho-endoscopie. Là aussi, c'est essentiellement pour avoir la biopsie.
Surtout si on pense qu'on ne va pas pouvoir opérer le malade. Donc là, la biopsie, elle est fondamentale pour démarrer la chimio et faire une prothèse, parce que la chimiothérapie ne pourra pas être faite tant que le patient est ictérique. Donc il faudra assurer le drainage. Donc vous devrez avoir une confirmation histologique. Si le patient va être opéré, vous voyez qu'il est bien portant et quand le premier examen voit que c'est un malade qui peut être résécable, donc allez à un angioscanner ou une bili-IRM. Et bien sûr, la sphinctéroscopie, la CPRE, la cholangiographie rétrograde, c'est le gold standard en matière des tumeurs des voies biliaires, mais il est invasif, d'où son déclassement. Mais c'est ce qui a été fait. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut faire une sphinctérotomie et évacuer le matériel. Surtout là aussi, si on ne pense pas opérer de façon curative le patient. J'ai pratiquement terminé. Les étiologies, vous les connaissez. Donc, quelques images pour voir la dilatation des voies biliaires, l'image en canon de fusil avec la dilatation de la voie biliaire principale. Et vous voyez très bien l'obstacle à l'échographie avec le cône d'ombre. Là aussi, dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Regardez cette voie biliaire, comment elle est dilatée. On la reconnaît facilement. L'écho-endoscopie avec cette image typique des tumeurs de l'ampoule de Vater avec une dilatation du Wirsung et une dilatation de la voie biliaire, c'est typique. Là, pour les tumeurs de l'ampoule de Vater, il y a une triade particulière, c'est qu'il y a une hémorragie digestive associée avec anémie ictère variable. Donc rappelez-vous, je ne suis pas rentré dans, puisque vous les connaissez, essentiellement c'est la démarche qu'il faut avoir. Les tiroirs sont là. Vous savez que lorsque l'obstacle est incomplet, on peut avoir un ictère variable, et c'est l'exemple type des lithiases vésiculaires, alors que dans les tumorales, lorsqu'il y a une sténose, l'installation elle se fait progressivement, l'ictère il est fort. Là, déjà cliniquement, vous avez cette orientation, et vous pouvez déjà... Donc la dilatation sémiologique, voilà, dilatation des voies biliaires. Là, on voit très bien une tumeur de la tête du pancréas. L'avantage, c'est de pouvoir faire le bilan d'extension de ces tumeurs. Et là, c'est un élément fondamental parce que sur ces éléments-là, scanographiques, j'ai mis la plaque juste pour savoir que c'est fondamental en chirurgie. Et c'est pour ça qu'il faut bien demander un examen. Lorsque vous allez demander le scanner, demandez un scanner pancréatique, c'est-à-dire avec les 3 temps artériel, sans injection, un temps avec injection précoce artérielle et un temps tardif pour voir le système porte et pour voir s'il n'y a pas un envahissement tumoral. Et sur ces éléments-là, on va prendre la décision, est-ce qu'on opère le malade ou on préfère le céder au gastro-entérologue pour faire un drainage. Donc vous voyez ici une bili-IRM avec un obstacle relativement haut, et vous voyez le Wirsung qui est dilaté, la vésicule biliaire, la voie biliaire, et là l'obstacle il est à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez ici un autre obstacle et vous voyez qu'il a un aspect incomplet c'est un calcul. Et là, c'est une sphinctérotomie qui va se faire avec une cholécystectomie par la suite. Et donc, voilà. Il faut savoir que 55% des ictères cholestatiques sont d'origine bénigne, l'étiologie est bénigne, 45% sont malins. La thèse de Cézanne-Tariac. 80% des bénins, c'est une lithiase. 80% des malins, c'est un cancer de la tête du pancréas. Et bien sûr, quand c'est néoplasique, le bilan d'extension est fondamental à faire parce que si le malade n'est pas résécable, on peut céder d'une autre attitude, un autre moyen thérapeutique essentiellement à visée palliative pour soulager, c'est de mettre une prothèse, là aussi. Donc le traitement, lever de l'obstacle, assurer l'écoulement de la bile et traiter la cause. Traitement médical, je ne reviens pas sur la vitamine K. L'antibiotique essentiellement dirigé contre les bacilles gram négatifs et la correction hydroélectrolytique, les antalgiques et antispasmodiques, important. Si c'est une étiologie de hydatidose, donc on va utiliser les antiparasitaires essentiellement. Traitement instrumental, il y a la CPRE, on l'a vu. Traitement chirurgical, toute une panoplie essentiellement. Donc, on va parler de la DPC qui est l'élément fondamental pour la tumeur de la tête du pancréas, la résection de la tête, du pancréas et du cadre duodénal avec rétablissement de la continuité. Voilà, on revoit le pancréas, le corps du pancréas rétabli, la voie biliaire et l'antre. Les tumeurs du hile du foie, et là vous voyez le problème des tumeurs du hile du foie, c'est que
il n'y a pas que les voies biliaires, mais il y a aussi l'artère et la veine qui peuvent être atteintes. Et si elles sont envahies, automatiquement, l'exérèse du foie va s'imposer de toute façon. Et là, il faut voir l'étendue de cette extension. Si on a atteinte bilatérale, il n'y a plus rien à faire. La tumeur est là, peut-être 2 cm, mais elle est étendue, elle est mal située qu'on ne peut plus rien faire. Donc voilà les différents stades des tumeurs des voies biliaires. Et là, la résection avec rétablissement de la continuité et le drainage. Donc la prothèse. Conclusion. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, j'avais un cas clinique qu'on aurait pu discuter. Et donc, si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Si vous permettez, on prend 2 questions rapides et après on passe à l'autre atelier. Des questions? Qui est clair et qui résume le tour de la question. S'il vous plaît, pour l'ictère, quand l'ictère est causé par un obstacle calculaire, pourquoi l'ictère il est franc, il n'est pas progressif? Pourquoi quand l'obstruction est tumorale, l'ictère il est progressif et très franc? Merci. C'est la multiplication cellulaire qui va faire qu'il y a un obstacle et automatiquement le canal va se réduire progressivement. Donc l'ictère va s'installer de façon progressive. Et c'est une installation progressive et l'ictère devient de jour après jour plus franc, plus intense, verdâtre. Pour ceux qui sont passés en réanimation médicale, les angiocolites médicales, elles sont plutôt orangées. Merci. Alors que l'ictère cholestatique, c'est un ictère verdâtre. Alors que l'autre, il est orangé. En piscine. Il y a que l'leptospirose. Donc c'est beaucoup plus ça. Alors que l'ictère lithiasique, c'est un calcul qui flotte. Des fois, il est là, il flotte. Vous avez vu l'IRM, il y a un passage. Et le calcul là, s'il tombe, il s'arrête. Donc l'installation, elle est brutale avec la douleur. Ça va donner une petite distension, une stase, cholestase, ictère, et comme les calculs rénaux, il va passer. Ou là, il va bouger. Et donc, s'il bouge et il passe, ou là, il passe, il va disparaître, avec possible d'une réaction pancréatique, avec une augmentation de la lipase. Voilà. Oui. Pronostic. Très bien pour les pathologies calculaires. Il faut savoir, on a dit 70% cancer du pancréas. Il faut savoir que 12 sur 100 malades, sur 100 pancréas, vous avez vu Pavarotti, Bill Gates, ou là, Steve Jobs ou l'autre الممثل مشات لي سميتو لا ماشي ديميس روسوس هذاك بافاروتي باتريك سويز الله يعطيك نجيو نشطحوه درتي دانسين. Donc ceux-là, sur 100 malades cancer pancréas, 12 pourront être réséqués. Et quand je dis réséqués, ça ne veut pas dire curatif à 100%. 12% de résécabilité. La mortalité, morbidité, elle est très importante, effectivement. Le cancer de la vésicule biliaire, je crois que c'est l'un des pires cancers qu'on puisse avoir dans l'hépatobiliaire. Pire que l'hépatocarcinome. La morbidité, elle s'installe le plus souvent. Il faut se dire, s'il y a un calculo-cancer avec un ictère, vous n'êtes jamais curatif. Merci. Docteur Malki, merci. On vous remercie infiniment pour votre exposé. Merci à vous. Merci à vous. Et au nom de tous les médecins généralistes et de MG Maroc,